Merci. Bien, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver. Merci beaucoup à la FO d'avoir accepté cette proposition pour discuter ce midi de recrutement inclusif. Et donc, ben, je vais commencer à partager mon diaporama, mais écoutez, ne vous hésitez surtout pas à tout moment si vous avez des questions, si vous voulez les poser en personne, directement, simplement allumer votre caméra ou par le chat. On va y aller comme ça vient, tout en essayant de faire un peu le tour de ce que j'avais prévu comme programme pour aujourd'hui. Et donc, ça ne sera pas bien long. Voilà. Et donc, le thème pour aujourd'hui est le recrutement inclusif, faire autrement pour attirer de nouveaux talents. Et donc, ce qui va m'intéresser, au fond, on va y aller en principalement quatre temps aujourd'hui. Le premier, mon premier temps, ça va être quelques petites questions pour savoir un petit peu à qui j'ai affaire, à qui est là dans la salle virtuelle pour la formation. Après coup, je vais faire un petit topo sur équité, diversité et inclusion. Probablement que pour plusieurs, ça va être un rappel, mais juste pour partir un peu d'une base commune et parler d'un des obstacles importants qu'on rencontre quand on veut faire un recrutement avec une base un peu différente de celle qu'on a connue auparavant, qui est celle des biais. Et donc, on va regarder un petit peu quel impact les biais inconscients peuvent avoir sur le recrutement. Ce qui nous amènera à faire le tour de trois petites études de cas pour regarder un peu le type de problème qui se présente et différentes formes de solutions qui peuvent exister pour faire un recrutement un peu plus inclusif. Et je terminerai à la fin, dans la dernière partie, avec quelques petits conseils, quelques bonnes pratiques sur quoi faire avant, pendant et après l'entrevue pour avoir un recrutement un peu plus large, un peu plus inclusif, qui va nous amener des talents différents de ceux qu'on a et des personnes qui arrivent avec un background, des identités qui sont également différentes. Et donc, en résumé, l'objectif de la formation est de se familiariser un peu avec le l'EDI en organisation, de saisir le rôle des biais cognitifs et d'explorer quelques pratiques que vous pratiquez peut-être déjà ou que vous pourriez mettre en application dans votre organisation et qui pourraient avoir un effet bénéfique sur le recrutement que vous menez. Et donc, avant d'aller plus loin, je nous propose de faire un petit sondage interactif. Donc, ce n'est pas très compliqué. Au fond, vous avez l'écran sous les yeux. Si vous êtes fan des codes QR, vous pouvez prendre votre téléphone et le scanner directement. Sinon, je vais vous donner dans un instant un lien dans le chat. Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien-là et pour euh, ouvrir votre navigateur Internet et pouvoir avoir accès à partir de votre fenêtre Internet à un petit sondage en instantané. Ah là là, je suis face à des technophiles, c'est fantastique. Déjà 5 personnes de connectées. C'est extraordinaire. Et donc, je vais pouvoir vous poser quelques petites questions. Je vais donner une petite minute de plus si d'autres personnes voudraient se connecter. Donc, vous avez le lien dans le chat, vous cliquez et tout devrait s'ouvrir tout seul et ça va vous dire qu'il y a une question qui s'en vient bientôt. Et Je donc, ben, je suis mis le lien dans un chat direct à moi-même. ah, merci. Bon, attendez, je vais l'envoyer à tout le monde, ça va être plus efficace comme ça. Voilà. Tout le monde devrait avoir accès au lien ainsi et pas seulement Caroline. Bien que je suis très intéressé à connaître les réponses de Caroline aussi. En fait, un des avantages de ce genre de test interactif, c'est justement que je serai ici 100% anonyme, donc je ne sais pas ce que vous allez répondre. Vous pouvez donc librement répondre ce que vous voulez. Et donc, 8 personnes sont connectées. Fantastique. Donc, je vais y aller avec une première question. Que voici. Alors, dans quel secteur d'activité est-ce que votre OBNL opère? Donc, je vous ai donné une petite liste. Vous avez les arts et la culture, les communautés de foi, le développement économique, l'éducation, l'environnement, la philanthropie, les organismes communautaires, la santé, les services sociaux, les sports et loisirs et les autres, comme ma liste ne couvre pas tout.
Fantastique. Donc, forte représentation des organismes communautaires. En fait, ce qu'on va discuter peut s'appliquer n'importe où, mais j'étais juste curieux de savoir un peu à qui je m'adressais. La prochaine question, c'est quoi la taille de votre organisation? Est-ce que vous êtes dans une petite organisation, enfin, micro, petite, moyenne ou grande? Plus de 500 employés. Parfait. Donc, on a une personne dans une toute petite organisation et la majorité sont dans des organisations qui sont dans le petit, mais proche du moyen. Parfait. En fait, c'est surtout que ce que je vais vous partager, évidemment, c'est plus facile à mettre en œuvre dans des organisations qui sont un petit peu plus grandes, mais vous allez voir qu'il y a une série de trucs qui peuvent aussi se mettre en application, même si vous êtes deux, trois, sans problème. Prochaine question. C'est quoi votre niveau de familiarité avec les questions liées à l'EDI ou au DEI? Il y a plusieurs acronymes, mais les enjeux de diversité, d'équité et inclusion. De expert à c'est une première pour moi. En fait, peu importe votre parcours, c'est pas grave. On est plus à tracer des bases communes aujourd'hui. Et donc, j'ai deux personnes assez familières et trois qui sont débutants. Parfait. Merveilleux. Et puis, j'ai une dernière question. On va s'amuser à faire un petit nuage de mots. Avec quoi espérez-vous repartir aujourd'hui en 2 ou 3 mois? Alors, on voit des nouvelles candidats, des bonnes pratiques. Oui, beaucoup de pratiques, c'est bien d'être pratico-pratique. On arrivera aux études de cas tantôt. Des façons d'attirer des candidats, pouvoir recruter, nouvelles connaissances dans leur organisme, tout ça dans un but d'inclusivité. Parfait. Écoutez, je vais commencer avec la suite de mon topo sur quelques repères autour de l'EDI. Donc, pour ceux qui sont plus familiers, ça va être du réchauffé. Pour les autres, ça peut être un peu nouveau. Donc, je vais peut-être passer un grosso modo 5 minutes sur les bases de l'EDI. On n'y passera pas la journée. Mais au fond, si on essaie donc, je ne serai pas très original. Je vais passer par le E, le D et le I. Mais je vais commencer par le D avant d'arriver au E et au I. Et donc, la question de la diversité nous amène beaucoup à nous poser la question de ben, qui est là, qui est absent dans notre organisation. Et puis, si on veut une petite définition de ce que c'est la diversité, ben, on peut voir la diversité comme l'attribut qu'un groupe utilise pour poser certaines personnes comme normales et d'autres comme différentes. Et donc, qui est la diversité, en un sens, va changer un peu selon l'organisation où on est. Si on est dans une organisation où, par exemple, qui travaille avec les nouveaux arrivants, bien, la diversité culturelle va être bien là. Mais il peut y avoir d'autres formes de diversité, comme la diversité sexuelle, qui vont peut-être moins y être. Et donc, quand on regarde un peu les différents niveaux qui recoupent la diversité, ben, on voit d'abord une dimension interne. On est tous différents les uns les autres à cause de notre personnalité. Certains sont plus extravertis, d'autres sont plus introvertis, certains sont plus sociables, d'autres sont plus timides, etc. Et notre personnalité, c'est une dimension sur laquelle, au fond, on n'a pas de contrôle. On est aussi divers à cause de nos de dimensions d'attributs externes sur lesquels on a assez peu de contrôle aussi. En fait, au-delà de la personnalité, l'interne, pardon, c'est de la dimension en vert. Donc, on retrouve l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, les habiletés physiques, l'ethnicité, la race. Les dimensions externes, on a un contrôle partiel, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer au cours d'une vie. Euh, Difficilement, mais ça se peut. Par exemple, on peut changer de religion. Si on se met à étudier, on peut avoir une certaine mobilité sociale à travers un peu plus d'études. À travers l'expérience de travail, on peut aussi gagner une certaine
certaine mobilité parallèlement à ça. On peut devenir parent, on peut se marier, on peut déménager. Et donc, ces dimensions-là renvoient aussi à certains rapports de pouvoir qui peuvent exister dans l'organisation à partir des identités qui sont les nôtres, peuvent nous amener à avoir des rôles plus centraux, peuvent nous marginaliser. Et encore là, on a un contrôle dessus, mais un contrôle assez limité. Et finalement, la dernière dimension, c'est les dimensions organisationnelles. Parce qu'un autre élément qui peut amener les sentiments, et je fais un pas en avant sur l'inclusion, d'inclusion ou d'exclusion dans une organisation, c'est aussi le rôle qu'on joue. Et donc, certains rôles vont nous amener à avoir un peu plus de pouvoir et d'autres vont nous en enlever ou nous en donner un peu moins. Le fait d'être syndiqué ou le fait d'avoir été là depuis plus longtemps ou le fait d'être gestionnaire nous donne un peu plus de pouvoir, un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait et en donne un peu moins potentiellement à d'autres. Et donc, la diversité va être hautement contextuelle, mais d'un point de vue EDI, la question qui va être la question centrale va toujours être de se poser la question, mais finalement, qui est représenté et qui ne l'est pas dans mon organisation? Surtout quand une organisation commence à grandir, à être plus nombreuse, qui, au sein de la population ontarienne, est représenté dans mon organisation en termes de culture, en termes d'âge, en termes de genre, etc., et qui ne l'est pas. Et de la même manière, on va se poser la question, mais finalement, qui est dans les postes d'entrée et qui est dans les postes seniors, les postes qui impliquent davantage une prise de décision? Est-ce qu'on a toute la diversité au niveau des postes d'entrée et non pas au niveau des postes qui sont un peu plus haut dans la hiérarchie? Ben là, ça nous amène à nous poser potentiellement des questions d'équité quand on en arrive là. La deuxième dimension qui est importante, c'est la question de l'inclusion, qui va recouper aussi ce qu'on va discuter avec le recrutement aujourd'hui. L'inclusion qui nous amène beaucoup à nous poser la question, mais finalement, qui a sa place et qui n'a pas sa place au sein de l'organisation. Et donc, l'inclusion, c'est vraiment une expérience individuelle. C'est quelque chose que l'on sent. En fait, c'est vécu, c'est senti, c'est phénoménologique, diraient certains. Et donc, être inclus, ça implique à la fois de sentir qu'on appartient au tout et ça implique aussi de sentir qu'on est unique, qu'on peut être soi-même. Et donc, le fait d'être soi-même ne nous marginalise pas, mais qu'au contraire, on peut appartenir à la collectivité qui est autour de nous. Et donc, quand on croise les deux, l'appartenance et l'unicité, ben, ça nous donne 4 scénarios finalement. Donc, l'exclusion, où on peut être ni soi-même ni appartenir à la collectivité. La différenciation, ce qu'on appelle aussi assez couramment le tokenisme, où finalement, je peux être tout à fait unique, mais je ne sens pas que j'appartiens au tout, je ne sens pas qu'on me donne un pouvoir, je ne sens pas que ma voix est écoutée. Troisième scénario, c'est l'assimilation, c'est que j'appartiens super gros au tout, mais ça implique que je dois cacher des parties de moi-même pour pouvoir appartenir. Que je ne peux pas, par exemple, amener qui je suis en termes d'identité religieuse ou que je ne peux pas être pleinement moi-même à cause de mon orientation sexuelle ou du type de famille qui est la mienne, etc. Alors que le but, au fond, c'est d'arriver à un scénario où on est carrément dans l'inclusion et donc où on peut être soi-même dans la plupart des dimensions de son identité et sentir qu'on est un membre valorisé, aimé du tout de la collectivité au travail. Et donc, au fond, une autre manière de savoir qu'on est dans l'inclusion, c'est est-ce qu'on se sent insider? Est-ce qu'on sent qu'on peut être soi-même et avoir un impact sur ce qui se passe autour de soi? Et puis finalement, la dernière dimension, c'est le E, donc l'équité, qui, elle, va venir poser la question finalement de qui est désavantagé, qui est avantagé par la manière dont fonctionne notre organisation. Parce que même sous couvert de neutralité, la manière dont marche toute organisation, et c'est vrai autant de l'entreprise privée, des universités que du milieu communautaire, toujours des gens qui sont un peu plus avantagés par la manière dont fonctionne une organisation. Et puis, on l'a avec l'image des bicyclettes devant nous ici. Si on donne le même type de bicyclette à tout le monde, il y a une personne qui va se sentir très à l'aise et les autres vont avoir bien de la misère à pédaler. Alors que l'équité, c'est de voir finalement comment est-ce qu'on peut ajuster nos manières de faire pour que tout le monde puisse pédaler de manière optimale. Et donc, quand on se pose des questions en termes d'équité, on va se poser la question, c'est quoi les obstacles systémiques qui existent dans la manière dont on travaille et comment est-ce que ces manières de travailler-là vont entretenir des formes d'inégalité? Et ça se fait beaucoup sous le mode de comment les processus en place favorisent-ils certains plutôt que d'autres? Et on va se poser la question aujourd'hui à propos du recrutement. Comment est-ce que la manière de recruter dans mon organisation peut-elle s'adapter à différents groupes qui arrivent avec différentes expériences, différents bagages, ou versus qui sont les groupes
qui sont favorisés par la manière dont les choses fonctionnent dans mon organisation. Par exemple, est-ce que mon organisation fonctionne surtout par le bouche-à-oreille? Donc, ça signifie que c'est les gens qui sont déjà en place autour qui vont être favorisés. Est-ce que mon organisation exige beaucoup d'expérience canadienne? Ben, ça signifie que c'est les locaux qui vont être favorisés et que toute personne issue de l'immigration ben, va se retrouver probablement marginalisée dans le processus d'embauche. Et donc, c'est le type de questions qu'on va regarder dans un instant. Et donc, au fond, quand on s'intéresse à la question de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, il y a plusieurs rationnels qui peuvent nous amener là. On peut le faire simplement parce qu'on veut montrer patte blanche et qu'on veut respecter les règles, parce qu'on veut être en conformité. On peut le faire aussi dans un souci de développement de son organisation. On veut pouvoir faire mieux, notamment en attirant différents talents avec différentes potentialités, et donc ça peut aider au développement de l'organisation. On peut aussi s'aventurer là-dedans pour des enjeux de dignité humaine, parce qu'on a à cœur, ça peut être sur des bases spirituelles ou religieuses ou des bases humanistes, mais on a à cœur l'égalité, on a à cœur de reconnaître le potentiel de chaque individu dans la société. Et donc, on veut faire un peu différemment pour s'assurer que la dignité de chacun est honorée. On peut le faire aussi parce qu'on veut développer davantage les compétences de notre personnel. Ça peut être une manière de relever de nouveaux défis pour les membres du personnel que de s'adapter, par exemple, à la communication interculturelle ou pour être capable de s'adapter à différents types de clientèle. Ou finalement, on peut aussi le faire pour des motifs de justice sociale parce qu'on est une organisation un peu plus militante, un peu plus engagée et qu'on sait que c'est la voie de l'avenir d'une certaine manière, une manière aussi d'être solidaire avec des mouvements sociaux comme Idle No More, comme Black Lives Matter ou comme MeToo. Et donc, un des enjeux qui va se jouer quand on veut penser un recrutement qui est inclusif, ça va être de se méfier un peu de nous-mêmes et d'essayer de voir comment est-ce que notre recrutement actuellement est potentiellement entaché de biais. Et puis, je fais un petit mot sur les billets pour dire un peu ce que c'est, puis pour se déculpabiliser à propos des billets, dans la mesure où des billets, comme être humain, on en a tous. Les billets cognitifs qui sont au fond des raccourcis mentaux, des associations mentales qui favorisent un jugement rapide, intuitif, qui parfois est fondé, parfois est erroné, c'est fondamental. On en a tous besoin pour vivre. Par exemple, l'association entre ours, bête brune, griffée, danger, let's go, cours pour ta peau, sinon tu vas y passer, peut être un biais très, très utile. Ce type de raccourci-là fonctionne bien, mais il y a d'autres types de raccourcis qui fonctionnent moins bien, qui justement nous amènent dans l'ordre du biais. Et parce que le cerveau a besoin de placer la réalité dans différentes boîtes mentales pour fonctionner, mais parfois, ces boîtes mentales-là sont mal ajustées à la réalité à laquelle on est ou à différents groupes avec lesquels on a moins d'expérience. Et donc, je peux, par expérience, moi-même comme homme blanc, me dire patron égale homme blanc, beau parleur, digne de confiance, ça va bien. Mais tant que je suis avec des hommes qui sont blancs, c'est pas trop biaisé. Mais dès que je veux attirer d'autres types de personnes ou travailler avec d'autres types de personnes, ce biais-là va jouer contre moi. Et donc, les biais, au fond, peuvent être de deux types. Certains sont conscients, d'autres sont inconscients. Les biais sont conscients lorsqu'ils sont assumés, lorsqu'ils sont explicites. Et donc, je peux avoir une vision du monde où je suis consciemment sexiste. C'est problématique. Et donc, je vais penser que dans ce cadre-là, la place des femmes est au foyer. Mais la plupart des gens ont plutôt des biais qui sont inconscients, ce qui fait que ça va pouvoir les amener à exclure ou à choisir de manière moins avantageuse certains groupes de manière implicite, de manière subtile. Comme simplement, par exemple, de penser dans une forme de sexisme un peu plus subtil que ben, les femmes sont nées pour le care et donc c'est normal qu'ils fassent un paquet de tâches de manière gratuite, y compris s'occuper de tout le monde au travail ou s'occuper des ressources humaines. Et donc, un travail important quand on veut tomber dans le recrutement inclusif, c'est d'être un petit peu conscient, de tranquillement se mettre à se conscientiser sur les raccourcis mentaux qui peuvent agir sur la manière dont on va juger de différentes candidatures. Et plus on conscientise, plus on peut agir sur la chose. Et des biais cognitifs, la liste est super longue, il y en a plus d'une centaine, mais pour vous en nommer 4-5 qui sont assez courants, le premier qui est bien connu, c'est le stéréotype. Et donc, au fond, on va réduire tous les membres d'un même groupe à certaines caractéristiques. Et donc, par exemple, de penser que tous les hommes sont violents ou que toutes les femmes sont sensibles. Et puis, on s'en rentre dans les biais racistes. La liste pourrait être à nouveau longue. Et loin de moi l'idée de rentrer là-dedans. Mais on a besoin de se méfier de ces raccourcis où on tend à mettre tous les individus dans une même boîte.
c'est des raccourcis qui sont souvent fondés sur l'expérience. Je peux effectivement avoir eu un jour une expérience négative avec tel patron ou avec un membre de telle communauté, mais ça ne signifie pas que ça s'applique à toute la communauté. Et donc, on a besoin de s'en méfier. Un autre type de biais qui est peut-être encore plus, plus délicat ou plus facile de tomber dedans jusqu'à un certain point, c'est le biais d'affinité. Et le biais d'affinité, au fond, c'est de prêter plus d'attention ou de prêter plus de potentiel aux gens qui partagent certains traits ou certaines expériences communes. Et c'est normal, comme être humain, quoi de plus rassurant que de se retrouver à quelqu'un qui est passé par le même réseau que nous, qui a occupé un emploi similaire, qui a grandi dans la même ville ou qui est allé dans la même université ou ce genre de trucs-là. Euh, et d'autant plus qu'on se sent en territoire familier, on a l'impression de pouvoir mieux juger de la personne. Et c'est vrai qu'on a plus de repères pour en juger aussi. Mais il faut prêter attention justement que ce biais d'affinité ne nous amène pas à sous-évaluer d'autres candidatures d'individus qui nous seraient peut-être moins similaires et qui pourraient avoir beaucoup à offrir vu le poste qu'on ouvre dans notre organisation. Un autre biais fréquent, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo ou l'effet d'auréole. Donc, quelqu'un arrive, la personne tout à coup vous éblouit, la première réponse à l'entrevue a été absolument géniale, et tout à coup, ben, vous partez un peu sur le pilote automatique, vous tentez, vous êtes un peu moins en train d'examiner la suite. Votre idée est déjà un peu faite dès le début à partir de ce qui vous a impressionné. Et donc, ce qui pourrait potentiellement amener aussi à avoir un jugement un peu moins équitable, un peu moins juste par rapport à d'autres candidats qui vont suivre, dans la mesure où vous allez peut-être potentiellement poser un peu moins de questions ou chercher un peu moins de pouls, comme cette personne-là vous a impressionné dès le début. Un autre biais qui se joue souvent, c'est le biais de confirmation. Donc, il consiste à ne retenir d'une personne que ce qui confirme notre propre idée sur elle. Et le biais de confirmation peut se jouer, comme tous les biais, dans la forme positive comme dans la forme négative. Et donc, au fond, après avoir lu le CV et après avoir entendu une question ou deux en entrevue, bof, c'est correct. Cette personne-là correspond exactement à l'idée que je me fais pour le poste. Mais est-ce que c'est entièrement le cas? Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de creuser un peu plus, toujours dans une dynamique d'être équitable avec les autres personnes qui vont suivre? Et est-ce que, parce qu'elle correspond à certains critères qui sont importants pour moi pour le poste, ça veut dire qu'elle répond à tout? À nouveau, c'est important de se poser la question. Et finalement, un dernier biais, peut-être un des plus fréquents, c'est celui qu'on appelle de prototype. Au fond, c'est de retenir d'une candidature que ce qui se correspond à la personne occupant le poste avant elle. Et donc, c'est d'autant plus piège que plus une personne occupe un poste longtemps, bien, plus finalement le poste devient synonyme de la personne qui l'a occupé. Alors qu'il pourrait y avoir différentes manières d'être préposé à l'accueil ou d'être accompagnateur de personnes qui viennent nous consulter ou organisateur communautaire. Et donc, il faut toujours un petit peu se méfier des critères qu'on met par écrit sur papier versus l'image mentale qu'on se fait de la personne que l'on cherche. Et c'est là où les biais euh, peuvent parfois nous piéger un peu. Ça ne veut pas dire de se méfier entièrement de soi, mais ça veut peut dire d'avoir parfois un petit doute. Et la question des billets est importante parce qu'elle se joue évidemment au recrutement, mais elle peut se jouer aussi à tous les moments du processus et de la vie en organisation. Ça peut se jouer au moment de voir qui va avoir droit de se perfectionner et d'aller en formation ou pas. Ça peut se jouer au moment de décider d'une promotion, qui la mérite, qui la mérite pas. Ça peut se jouer au moment aussi d'essayer de retenir quelqu'un qui veut partir ou non. Et donc, c'est important d'être attentif à ces biais tout au long du cycle de recrutement en organisation. Et un exemple très, très simple qui montre à quel point ce type de biais-là se joue de manière banale, mais avec des conséquences réelles, c'est la petite étude que je vais vous présenter, et puis après quoi, on passera aux études de cas. Un chercheur a fait une étude à la ville de Québec, étude assez courante dans le domaine en sciences sociales où finalement, il a envoyé 1500 CV avec différents noms. En fait, les CV étaient exactement les mêmes. Tout ce qui changeait, c'est les noms sur les CV. Donc, il y avait le nom d'un homme canadien-français. Il y avait ensuite le nom d'un homme latino-américain, d'une femme latino-américaine, d'une femme maghrébine, d'un homme maghrébin, d'une femme africaine et d'un homme africain. Et il voulait voir finalement, et ces 1500 CV-là, avec différents noms, ont été envoyés pour des jobs en administration et pour des jobs dans le secteur de l'information.
Et ce qu'ils ont découvert en voyant le nombre de rappels de CV, c'est que finalement, en moyenne, l'homme québécois avait besoin d'envoyer 3 CV avant d'être appelé en entrevue. Les femmes latino-américaines, eux, elles étaient pas mal dans les mêmes chiffres. Mais pour l'homme latino-américain, il fallait envoyer en moyenne 4 CV avant qu'il soit appelé en entrevue. Donc, un de plus que pour l'homme québécois. Pour la femme maghrébine, c'était 4,5. Pour l'homme africain, c'était 5. Pour l'homme maghrébin, on est rendu à presque 6. Et le plus discriminé de la gang, c'est l'homme africain qui, lui, devait envoyer 8,4 CV, donc 3 fois plus de CV qu'un homme québécois avant d'être appelé en entrevue. Et donc, vous avez devant vous des CV exactement la même chose, les mêmes expériences, même description de poste, c'est juste le nom qui change. Et donc, qui montre justement que le type de raccourci mental qui opère quand on sélectionne des CV, qui peut amener à rejeter des candidatures qui pourtant ont sur papier les mêmes compétences. Et donc, quand on va regarder un peu en pratique ce que ça veut dire tout ça, à partir de 3 petites études de cas. Et donc, au fond, je vous invite à interagir avec moi de la manière dont vous avez envie. Ça peut être par le chat, vous pouvez lever la main, comme vous le sentez. Et donc, au fond, on va y aller avec 3 scénarios. Puis, pour chaque scénario, on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer ou comment on pourrait s'y prendre dans ce type de situation. Et donc, premier scénario, Yolande Séguin part à la retraite. Elle était le bras droit du directeur d'un organisme communautaire de dépannage alimentaire d'une dizaine d'employés et d'une cinquantaine de bénévoles dans le quartier de Vanier. La remplacer est déchirant. C'était comme une mère pour tout le monde, cette chère Yolande. Tout le monde la connaissait, on l'aimait, savait se faire une alliée des bénévoles. Et puis, sa bonne humeur était contagieuse et elle donnait à tout le monde le goût de partager, de s'engager. Bref, gros défi que de remplacer Yolande. Et le CA est d'avis que, puisque la démographie du quartier s'est beaucoup diversifiée depuis 20 30 ans, qu'il faudrait aussi essayer potentiellement d'attirer du monde un peu différemment. En fait, on attire déjà du monde différemment, mais de renouveler un peu le personnel à l'intérieur de l'organisation. Et donc, ils se disent, mais peut-être qu'on pourrait s'y tenter à partir de ce poste-là. Et donc, d'où la question pour le cas qu'on a sous les yeux. Oups, excusez, je reviens en arrière. Euh, Comment est-ce que vous vous y prendriez? Quelles seraient, selon vous, les compétences recherchées et où est-ce que vous diffuseriez l'offre d'emploi? Donc, on peut prendre une minute ou deux pour y penser. Quand vous avez envie, ou bien vous intervenez, ou vous levez la main, ou vous l'écrivez dans le chat, c'est comme vous voulez. Alors, merci à Caroline qui nous dit qu'il faudrait chercher quelqu'un avec un bon sens d'organisation puisque Yolande travaille avec la direction et les bénévoles. Oui, tout à fait. Donc, on a déjà un premier critère d'embauche. Parfait. Josiane. J'interviens beaucoup plus pour la diffusion de l'annonce d'offres et d'emploi. Donc, si l'organisme a un site Internet, donc ce serait une bonne occasion d'afficher l'offre et d'emploi sur son site Internet, éventuellement donc de partager l'offre et d'emploi aussi sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter aussi donc à utiliser la plateforme de la FO
d'AFO parce que les organismes communautaires ils sont libres aussi, donc, et c'est gratuit d'afficher leurs offres d'emploi sur notre site Internet. Et puis, c'est la page qui est la plus visitée donc, de toutes nos pages. Et puis, donc, de diversifier donc, la diffusion de l'offre d'emploi dans le réseau communautaire. C'est une excellente idée. Et donc, pour ceux qui ne le faisaient pas déjà, envoyer à la FO pour pouvoir circuler largement sur la page web, les médias sociaux. On pourra aborder tantôt d'autres plateformes qui existent aussi, mais on essaie de sortir, en fait, de passer par les réseaux de l'organisation n'est pas à négliger, c'est important, on le fait, mais on essaie de faire circuler par plein d'autres réseaux aussi à l'extérieur de l'organisation. Parfait. Merci beaucoup. Roger? Moi, je vais interpeller le personnel de l'AFO aujourd'hui, donc. Oui, comme Josiane, je pensais aux médias sociaux pour diffuser l'annonce du poste et aussi peut-être, je dirais, c'est du vieux jeu, donc de bouche à oreille aussi, Ouais, ça ouais. marche toujours et voilà. Et concernant les qualificatifs, on va aussi rechercher peut-être quelques qualificatifs que Yolande Séguin avait. Je crois qu'on va parler d'une personne qui a le sens d'esprit d'équipe et aussi une personne qui fait attention à son entourage, à ses collègues. Voilà. C'est excellent, oui, ben, c'est parfait. Oui, on ne lésine pas sur le bouche à oreille. Et puis, évidemment, on peut faire comme on fait probablement d'habitude. On passe par le personnel qu'on connaît un peu plus autour de nous, par le conseil d'administration. Mais évidemment, si on voit aussi qu'on a beaucoup de bénéficiaires qui sont de différentes nationalités au sein de notre banque alimentaire, ben, on peut également interpeller les gens qui sont là pour voir si eux, au sein de leur réseau, ne connaîtraient pas quelqu'un qui serait intéressé à pouvoir appliquer. Comme ça, on pourrait être surpris de tout ce que ça nous amène. Et puis, au niveau de la description de tâches, on est dans des qualités qui sont très intéressantes ici, dans tout ce qui était nommé, dans la mesure où c'est ouvert, c'est pas limitatif. On n'a pas l'impression justement de mettre une image trop proche de celle de Yolande sur le genre de personnes qu'on va attirer, donc sens de l'organisation, esprit d'équipe, euh, l'attention aux autres. Puisqu'on a une clientèle qui est de plus en plus diverse, peut-être qu'on pourra aussi ajouter, là, ça nous éloignerait peut-être un peu, on sait pas qui était Yolande, donc capacité à interagir dans différentes cultures, et donc ça nous amène aussi à l'intérieur du virage que l'organisation est en train de prendre. Je vois que Treva aussi veut ajouter quelques idées, des compétences en gestion et excellentes relations interpersonnelles. Oui, donc on ajoute ça. Écoutez, c'est dommage que cette organisation n'existe pas. On est en train de faire une belle description de poste. Et donc, tout à fait, des compétences en gestion, dans la mesure où on doit être quand même assez collé sur l'idée d'être bras droit du directeur de l'organisation. Une organisation qui a quand même un certain nombre d'employés de bénévoles. Et puis, on recoupe les relations interpersonnelles dans la mesure où ça a été un aspect important. Bien qu'on pourrait aussi se faire la réflexion, est-ce que dans le fonctionnement de l'organisation, les relations interpersonnelles sous la gouvernance de Yolande étaient très, très, très importantes? Est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir une autre manière de faire le travail où on pourrait avoir un bras droit qui est davantage de l'ordre d'un adjoint, une adjointe administrative où les relations interpersonnelles sont moins importantes? Des fois, quand on renouvelle après quelqu'un qui part après un long moment, on peut aussi se poser la question, quel est vraiment l'essentiel du travail? Et si on estime que justement le cœur, c'est davantage les relations interpersonnelles que la gestion, on peut aussi ajuster la description de tâches en fonction. Super. Écoutez, j'ai 3 autres études de cas pour vous et pour Treva et pour l'équipe de l'AFO. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter là-dessus? Parfait. Donc, on va y aller avec le second petit scénario que voici. Et donc, là, on change, on quitte la banque alimentaire et on s'en va dans un collège. Je ne l'ai pas nommé, je l'ai appelé le collège X, qui
Et là, cette fois-ci, c'est plutôt essayons de trouver les problèmes avec cet affichage de poste. Et donc, le Collège X est à la recherche d'enseignants pour combler des charges d'enseignement pour un diplôme d'études collégiales en informatique à l'enseignement régulier à l'automne 2023. Les exigences sont un baccalauréat en informatique ou évaluation des diplômes d'études, 5 ans d'expérience dans la discipline enseignée, troisième critère, troisième exigence, maîtrise de la langue française. Le candidat doit réussir un test de français écrit. Quatrième exigence, expérience d'enseignement au collégial, un atout. Salaire et avantages conformes à la convention collective, dépôt des candidatures. Vous avez jusqu'au 1er septembre 2023 pour compléter votre profil via notre site Web. L'examen des candidatures et des entrevues débuteront en mai 2023. Alors, commençons avec les problèmes. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas dans cet affichage fictif, en fait, inspiré d'un cas réel, mais que j'ai rendu un peu plus terrible qu'à l'origine? Oui, Amélie. Mais je vois qu'il faut que la seule façon de déposer sa candidature, c'est d'aller sur le site web. Donc, je pense qu'il y a peut-être des problèmes au niveau de l'accessibilité, si certaines personnes sont pas à l'aise ou peuvent pas utiliser la plateforme sur le site web du collège. Oui, tout à fait. Bien identifier une première barrière qui est assez claire dans cet affichage-là. Oui, Huguette, allez-y. Ah non, c'était une admission, pardon. Désolé, Madame Huguette, je ne vais pas vous mettre sur la touche. Josiane. Des entrevues qui vont commencer avant la date limite de dépôt de candidature, est-ce que il y aura un risque donc vraiment de sélectionner la personne idéale pour ce poste alors que peut-être il y a d'autres personnes qui vont continuer à postuler après? Oui, non, tout à fait. Tout à fait, c'est problématique comme pratique. Il vaut mieux toutes les faire en même temps, quitte après coup à repartir à la chasse et en reprendre d'autres, mais autant avoir tout devant soi au moment d'évaluer. Tout à fait. Je peux continuer, Josiane. Oui, si je peux ajouter encore, Oui, c'est pas assez informatif, donc juste la petite ligne conforme à la convention collective concernant les salaires et les avantages. Et je crois que ça ne parle pas trop pour une personne qui est externe vraiment donc à ce collège et qui ne connaît rien de leur convention collective et peut-être donc donnant un peu de détails sur les avantages et c'est quoi exactement, salaire aussi peut-être donner une fourchette. tout à fait. Pour qu'on en sache un peu plus, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune idée en lisant ça. C'est très bien. Caroline? Oui, Amélie, dans le chat, avait aussi ajouté on ne s'adresse jusqu'au genre masculin, Oui. qui est aussi intéressant. Oui, c'est un des gros problèmes de cette annonce-là. Où on féminise, où on y va avec l'épicène. On parle des personnes, des individus, mais effectivement, c'est comme si on avait clairement en tête d'embaucher que des hommes avec ce type d'annonce-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues que tu voulais ajouter de ton côté, Caroline? De mon côté, non, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Il y a aussi un chat de Treva aussi qui dit si le poste est pour l'enseignement en informatique et il ou elle ne peut pas envoyer par courriel, il y a un problème fondamental. Tout à fait. C'est mieux de favoriser différentes manières. Le but, c'est d'attirer et pas d'ajouter des barrières avant. Donc, tout à fait. C'est mieux d'y aller par courriel. Est-ce que vous voyez autre chose dans cette annonce qui pourrait potentiellement causer problème? Oui? Moi, j'ajouterais aussi que souvent, maintenant, les organismes ou institutions mentionnent à la fin des postes, si vous faites partie d'une communauté marginalisée ou sous-représentée, on vous invite à postuler. Donc, ils font
espèce c'est ça, un affichage où ils surlignent le fait qu'ils sont à la recherche de candidats, candidates qui proviennent de différents milieux et autres. Oui, tout à fait. Ça, c'est une autre des bonnes pratiques. En fait, après coup, il faut que les bottines suivent les babines, mais de l'ajouter, c'est un bon point de départ. Puis après coup, il faut pouvoir offrir, entre autres, par exemple, dans certains cas, ça va jusqu'à offrir des accommodements dans des personnes en situation de handicap lors de l'entrevue. Ou on peut aussi penser même déjà en termes d'accommodement si on est avec quelqu'un qui est en emploi ailleurs pour trouver une heure d'entretien qui serait propice. Donc, d'avoir un petit, les mots viennent en anglais, désolé, un petit affichage qui dit justement qu'on veut favoriser les gens issus de différents groupes et qu'on est un milieu de travail qui valorise l'inclusion et l'équité. Serait très bienvenu dans cette annonce-là. José qui pose la question, très judicieuse aussi, pourquoi 5 ans d'expérience dans la discipline, est-ce nécessaire ou cela pourrait-il être un peu moins? On peut le justifier. Tout à fait, ça vaut la peine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis, bon, on ne sait pas dans quel contexte est le collège. Est-ce qu'il y a pénurie ou est-ce qu'il y a surabondance d'enseignants? Dans la mesure où on pourrait aussi réduire le nombre d'années d'expérience. Est-ce que même le nombre d'années d'expérience dans la discipline enseignée est vraiment nécessaire? Si quelqu'un arrive déjà avec la diplomation requise pour donner le cours et qu'en plus on dit que l'expérience d'enseignement collégial est un atout, est-ce que les années d'expérience sont vraiment nécessaires? La question vaut vraiment la peine d'être posée. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous avez remarqué dans cette annonce-là? Je pense qu'on a fait un bon premier tour. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous ajouteriez à cette offre pour la rendre un peu plus attrayante? On a déjà vu avec Josiane que ça serait bien d'être un peu plus détaillé justement sur les salaires et les avantages. Est-ce qu'il y a autre chose que vous ajouteriez pour donner potentiellement le goût d'appliquer à plus de monde? Josiane. Je dirais la date de début de prise de fonction. Parce que là, ça aiderait peut-être une personne qui est intéressée, mais qui est déjà employée quelque part ailleurs, de savoir s'il faut donner un préavis de départ, comment s'organiser au cas où la personne est prise lors de l'entrevue. Oui, tout à fait. Et puis aussi, donc, vu le contexte actuel, aussi, donc, aussi, par exemple, donc, on fait possibilité si la personne n'a pas à donner cours pour des jours fixes, est-ce qu'il y a possibilité de travailler à distance? Si ce n'est pas à donner cours, donc, du lundi à vendredi, si la personne ne donne pas cours, est-ce qu'il y a possibilité de travailler à distance? Oui, tout à fait. On pourrait justement commencer à déplier un peu plus les options qui existent en termes de flexibilité quand on parle des avantages. Puis on peut parler du salaire, est-ce qu'effectivement, il y a des assurances ou autre chose qui vient avec, mais aussi en termes de modalité de travail, est-ce que c'est de l'enseignement en ligne, est-ce que c'est de l'enseignement sur place, quelles sont les possibilités autour de ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous pensez qu'on pourrait ajouter pour faire jazzer un peu cette offre d'emploi? Roger. Oui, merci Michael. Et aussi, on doit savoir si c'est un contrat indéterminé ou pas. Oui. Donc, la durée du contrat, super important. Beaucoup moins intéressant que si c'est une job qui, qui peut conduire à des renouvellements ou si c'est juste vraiment pour un terme et c'est tout. Parfait. Un truc qu'on peut ajouter qui manque globalement, c'est que l'institution ne nous exprime pas du tout c'est quoi sa mission, c'est quoi sa philosophie. On ne nous donne pas vraiment envie d'aller travailler au Collège X. On ne nous présente pas qu'est-ce qui est avantageux, excitant, différent, engageant dans le cadre de cette organisation-là. Surtout qu'on est dans un contexte plus global de pénurie de main-d'œuvre où finalement, c'est des organisations qui doivent attirer, qui doivent
faire la démonstration que ça vaut la peine d'aller travailler chez elles. Et donc, ça, ce n'est pas vraiment là. On est dans une offre un peu classique ici où on nous fait une liste un peu standard de ce qui est attendu de la personne sans trop lui dire ce qu'on va lui offrir en retour. Et puis, un dernier élément même qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on pourrait se poser la question en lien avec la maîtrise de la langue, est-ce que l'examen de français est nécessaire dans tous les cas? Si quelqu'un arrive déjà avec un baccalauréat en français, a-t-on vraiment besoin de lui exiger à nouveau un test de français? Si quelqu'un arrive avec des études qui ont été faites en anglais, le test de français ferait beaucoup de sens, mais dans ce cas-ci, il y a donc le lieu de nuancer que ce n'est pas nécessairement dans tous les cas qu'on va l'exiger. Plus on est capable d'enlever des barrières dans l'attraction, plus on a de chances que différentes personnes vont se reconnaître dans l'offre d'emploi et vont avoir envie d'appliquer. Et après coup, plus on aura aussi un choix potentiel de différents types de candidatures. Ce qui nous amène déjà à notre dernier cas pour aujourd'hui, que voici. Et donc, où on va se déplacer dans le secteur du store verticaux. J'avais de l'imagination, j'avais envie d'aller du côté du store vertical. Donc, voyons ce qu'on peut faire avec les stores. Et donc, vous êtes une nouvelle pousse, une start-up, dans le domaine des stores verticaux, un marché en forte croissance, en particulier dans le contexte post-pandémique. Votre vendeur étoile est parti en congé parental, vous laissant seul avec votre équipe de production. Vous devez recruter rapidement une ou des personnes en vente qui connaissent bien les clientèles et le marché sud-ontarien, en particulier dans la région de Toronto. Idéalement, cette personne ou ces personnes auraient un réseau. Vous recevez plusieurs candidatures de personnes immigrantes qui viennent d'arriver en Ontario il y a quelques mois. Question. Que faites-vous? Les convoquez-vous en entrevue? Sinon, pourquoi? Si oui, quelles questions leur poseriez-vous? Amélie. Oui, je pense que la première chose, ce serait en premier de regarder leur expérience de travail. Je pense que c'est Ouais. vraiment la première chose à faire, nonobstant le fait que c'est des personnes immigrantes, mais aussi dans un contexte où on est dans un contexte de service à la clientèle et de vente. Je pense que j'ai l'impression que l'un des aspects les plus importants, c'est surtout l'aspect interpersonnel des personnes qui postulent, donc l'aspect interpersonnel, le caractère de la personne, et que ça joue beaucoup, une grosse partie dans le choix de la personne qui va être prise ou pas. Voilà. Tout à fait. Non, non, c'est une super bonne réflexion. Mais je vais peut-être, dans ce cas-ci, en ajouter un peu plus à la fin. Mais premier aspect, on regarde ses capacités interpersonnelles. Donc, toi, tu convoques la personne en revue. Enfin, les personnes. Parfait. Les autres, qu'est-ce que ça vous évoque, ce scénario-là? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous évaluez ces candidatures-là qui sont devant vous? Je te vois hocher la tête, Josiane. Partage-nous ta pensée un peu. C'est parce que la chose en train de penser, on peut avoir vraiment de bonnes candidatures avec des personnes nouvellement arrivées, qui ont donc, je dirais, les compétences nécessaires, mais il leur manque juste cette connaissance du milieu. Et là, donc, je suis vraiment partagée parce qu'il y a des personnes aussi donc, qui sont très, très rapides à s'investir pour connaître le milieu. Donc, je n'ai pas de réponse précise.
Mais j'aime, tu nous donnes déjà, j'aime ce que tu dis, tu nous donnes quand même une série de pistes parce que ton premier critère, c'est justement de regarder les compétences. Donc, est-ce qu'on est face à des gens qui auraient potentiellement déjà de l'expérience en vente? Et puis, quand on dit des personnes qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils ont descendu de l'avion hier? Est-ce qu'ils ont descendu de l'avion il y a 6 mois, il y a 1 an? C'est différents scénarios. Et puis, ça pose la question de tout le potentiel. Quel est le potentiel pour développer justement ce réseau que certaines ont, qui a fait que la plupart n'ont peut-être pas dans le sud de l'Ontario, mais qui pourraient par ailleurs avoir eu dans d'autres expériences d'emploi. Et donc, une fois qu'on est capable de développer un réseau dans une partie du monde, il y a une partie de tout ça qui est des compétences transférables. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées à ajouter par rapport à ça? Peut-être un élément important qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, en réalité, on n'a pas vraiment le choix de les convoquer en entrevue parce que de ne pas convoquer quelqu'un en entrevue parce que la personne n'a pas un réseau serait rentrer dans un territoire assez discriminatoire en réalité. Parce que ce qu'il faut évaluer en entrevue, c'est si la personne a la compétence pour faire le travail et la compétence pour pouvoir développer certaines habiletés. Mais d'avoir un réseau, on peut avoir des habiletés de réseautage, ça c'est une compétence, mais d'avoir un réseau, c'est sûr que c'est utile quand les gens nous arrivent avec un réseau, mais en réalité, ça ne devrait pas constituer en soi un critère d'embauche. Et si quelqu'un arrive avec une expérience de vente, de marketing ailleurs, euh, et qu'on voit que la personne a le potentiel pour la développer, bien, peut-être qu'on peut imaginer un système justement où on pourrait peut-être pendant une période de temps la pairer avec quelqu'un d'autre sous la forme d'un mentorat, par exemple, pour justement pouvoir développer assez rapidement le réseau dont on a besoin. Ou aussi, ce qu'il faut considérer, c'est que peut-être que d'avoir quelqu'un qui nous arrive avec un background culturel différent pourrait nous aider aussi à développer des réseaux différents pour vendre nos stores qu'on n'avait pas jusqu'ici. C'est un argument peut-être un peu plus utilitariste, mais qui n'est pas à négliger. Et donc, ça fait un peu le tour de nos 3 études de cas. Je vais conclure dans les 5 prochaines minutes en faisant un petit rappel, grosso modo, de différents éléments dont on a discuté et qui constituent des bonnes pratiques en termes de recrutement inclusif. Et donc, des bonnes pratiques qui peuvent se jouer avant, pendant et après l'entretien d'embauche. Et donc, première chose, avant même de faire l'entretien d'embauche, c'est la question de la description de poste. Et donc, on va essayer d'avoir des descriptions de poste qui sont les moins contraignantes possibles, de manière à attirer un plus grand nombre de personnes qui vont pouvoir se reconnaître. Et donc, la première question qui se pose justement, c'est de quelles compétences a-t-on vraiment besoin? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est accessoire? Souvent, la tendance est dans les organisations d'en mettre un peu plus qu'un peu moins. Mais plus on en met, plus on a des chances que différentes personnes ne s'y retrouvent pas. Et donc, réduire la liste de qualifications à ce qui est essentiel aide. Et on peut potentiellement allonger davantage la liste de qualifications optionnelles, bien que généralement, si on est capable d'avoir une liste un peu plus condensée, un peu plus courte, ça va aider parce que différentes études montrent qu'entre autres, les hommes ont tendance à appliquer même s'ils ne répondent pas à tous les critères, alors que les femmes ont tendance à vouloir répondre à tous les critères avant d'appliquer à un poste. Et donc, plus on ajoute de critères, bien, plus on risque de se fermer la porte, non seulement de certaines femmes, mais aussi potentiellement d'autres groupes qui sont minorisés au sein de la société. Et autant que possible, il faut éviter les qualifications qui s'apparentent à des formes de discrimination déguisée. Et donc, est-ce que les 5 ans d'expérience sont vraiment nécessaires? Mais pire, est-ce que les 5 ans d'expérience canadienne sont vraiment nécessaires? Parfois, d'avoir 5 ans d'expérience ou 2 ans d'expérience à l'étranger peut suffire. Pour certains emplois, c'est vraiment important d'avoir un permis de conduire, donc ce n'est pas discriminatoire, mais pour d'autres, c'est peut-être pas si clair que ça l'est.
Et de la même manière, ben, quand on met dans une offre d'emploi que la personne est appelée à travailler surtout les soirs et les week-ends, ben, c'est sûr qu'en partant, on va s'exclure tous les gens qui sont davantage investis dans leur famille, on va exclure davantage les femmes. Et donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qui peut être partagé avec d'autres travailleurs sur place et qui n'exigerait pas nécessairement qu'on le mette dans l'offre d'emploi dès le départ? Le langage est super important aussi. Quel est le langage qu'on utilise? Est-ce que différentes personnes peuvent s'y reconnaître? Est-ce que, comme on l'a vu avec la première étude de cas, non, la deuxième, on est surtout avec un langage super masculin, ce qui fait que personne d'autre peut y trouver son compte? Ou est-ce qu'on finalement, on essaie d'y aller du côté d'un langage plus inclusif, les cuisiniers, les cuisinières, ou le langage plus neutre, épicène, le personnel de cuisine, qui va faire justement qu'à nouveau, ça ne donne pas l'impression que l'emploi est pensé seulement pour un genre. De la même manière, comme le suggérait Amélie, ça vaut la peine de faire mention de notre engagement en faveur de la diversité dans une offre. Ça montre qu'on s'y préoccupe. Ça crée aussi des attentes. Donc, quand on le met, c'est important que ça soit réel, qu'on ait des initiatives qui sont en place pour créer un meilleur environnement de travail, mais ça peut inciter différentes personnes à y aller. Une chose facile à faire, justement, c'est d'avoir une page web qui est dédiée aussi aux initiatives qu'on fait, pour que des individus de différents parcours, différents backgrounds s'y retrouvent. Et finalement, c'est important aussi d'avoir un délai qui est raisonnable, de prévoir au minimum un gros mois pour justement faire un peu tout ce qu'on a dit tantôt, faire circuler dans différents réseaux, rejoindre de nouvelles personnes, pas juste les gens qui sont autour de nous. Un affichage éclair en 2 semaines risque essentiellement de nous permettre de rejoindre essentiellement les gens qui sont déjà à l'interne ou qui sont autour. Et donc, il faut toujours se mettre dans la peau de l'employé qui va devoir écrire sa lettre de motivation, peut-être mettre à jour son CV et tout ça dans le cadre de plein d'autres choses qu'il peut avoir déjà à faire. Ça, c'est pour ce qui est de comment on construit l'offre d'emploi. De la même manière, avant même l'entrevue, c'est super important de réfléchir au bassin de diffusion plus large. Et donc, Josiane en a parlé un peu, Roger en a parlé un peu aussi. Et donc, où est-ce que le poste va être affiché? Quels sont nos canaux justement pour faire davantage d'affichage à l'externe? Et donc, oui, l'interne, c'est bien pour attirer des anciens ou des gens qui connaissent déjà l'organisation, mais plus on est capable de diffuser largement, mieux c'est. Et donc, évidemment, on peut passer par nos employés, on peut passer par nos clients, on peut passer par notre site web, on peut passer par nos médias sociaux, mais on peut aussi passer par JobBoom et par LinkedIn, et donc différents sites d'offres d'emploi qui vont nous aider à agrandir la portée, la diffusion de l'emploi. Ça vaut aussi la peine de passer par des partenaires communautaires qui peuvent potentiellement rejoindre davantage de groupes sous-représentés. Et c'est ici où la FO, avec son babillard d'emploi, joue un rôle super important. Mais on pourrait aussi penser à des groupes comme Fierté au Travail Canada, si on veut davantage rejoindre des groupes issus des minorités sexuelles, ou on peut rejoindre Nation Talk, si on veut davantage s'adresser à des groupes autochtones, qui nous permettent à nouveau d'élargir le bassin de diffusion de notre offre. Si on poste des emplois de manière assez régulière, ça vaut aussi la peine de se poser la question sur quel partenaire postsecondaire est-ce qu'on peut miser. Que ce soit pour simplement diffuser des offres d'emploi ou que ce soit pour potentiellement développer des programmes de stage qui feraient qu'on pourra avoir justement une transition un peu plus fluide entre le milieu collégial ou le milieu universitaire et les milieux d'emploi. Et donc, la plupart des universités ont des services de placement en emploi qui permettent de diffuser auprès de leurs diplômés des offres d'emploi. Et la plupart sont aussi à la recherche de stages pour leurs étudiants. Et donc, ça pourrait être aussi une manière d'aller rejoindre du monde un peu différent à l'intérieur de votre organisation. Et finalement, ça pose la question de comment est-ce qu'on se rend visible aussi tout au long de l'année, pas juste seulement quand on a besoin de recruter. Et donc, ça peut être via toutes sortes d'initiatives que vous connaissez probablement encore mieux que moi, mais par exemple des journées de l'emploi dans les collèges et les universités, des salons d'immigration, Métropolis ou le Festival de la Fierté. Ce sont tous des manières qui peuvent vous rendre plus visible, mais qui ont aussi le double avantage de transformer vos employés en ambassadeurs de l'organisation et de les mettre en contact avec des gens potentiellement un peu différents de ceux que vous attirez en tant qu'employé habituellement. Une fois qu'on a affiché, qu'on a diffusé largement, avant de procéder à l'entrevue, se pose la question de la liste courte. Et à commencer par la question de la sélection des CV. Et donc, un des trucs plutôt pratico-pratiques pour pouvoir justement sélectionner de manière un peu plus large, un peu plus inclusive, c'est de sélectionner à plusieurs quand c'est possible. On crée un comité
où ce ne sera pas seulement une personne qui va sélectionner les CV et faire les entrevues, mais où on peut avoir potentiellement 2, voire 3 personnes qui vont faire le travail. Et donc, ça aide justement à contrer les préférences et les biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment le biais de similarité. Une possibilité aussi qui peut être intéressante, c'est de faire une formation. Il y a plusieurs formations gratuites qui s'offrent sur le biais inconscient. Facebook, notamment, en offre une, quoique en anglais, qui peut aussi permettre de justement conscientiser un peu plus la tendance qu'on a parfois à choisir qui nous ressemble et de mettre de côté des candidatures qui pourraient être valables. Et ça peut justement favoriser les discussions en comité de sélection après coup sur des biais possibles dans la manière dont on sélectionne. Ça implique aussi d'avoir une liste claire de critères. Et donc, la bonne manière habituellement de le faire, c'est d'avoir des critères qui sont clairs dans l'offre d'emploi et d'appliquer ces critères-là au moment de sélectionner la personne et d'avoir une bonne idée de l'ordre de préférence qu'on donne à ces différents critères-là, afin justement d'être cohérent dans la manière dont on recrute et la manière dont on annonce. Il peut toujours arriver qu'on soit face à des CV avec des expériences étrangères indéchiffrables. Bien, quand c'est possible, c'est toujours une bonne idée de soulever la question auprès des autres ou auprès de collègues qui peuvent potentiellement connaître un peu plus la région, connaître un peu plus d'où viennent les individus, afin de s'assurer qu'on ne passe pas à côté de talents qui pourraient être intéressants. Et de la même manière, il faut garder en tête la possibilité que certains candidats pourraient avoir besoin d'accommodement au moment du processus d'entretien, que ces accommodements-là se passent sous forme d'accommodement en termes d'horaire, si on est face à des enjeux de conciliation travail-famille ou encore à des enjeux d'accommodement qui peuvent être liés au fait d'être à des gens qui sont en situation de handicap. Et donc, on peut, par exemple, avoir besoin d'adapter le lieu ou d'adapter le moment si la personne doit venir avec un interprète. Et donc, c'est des préoccupations qui valent la peine de garder en tête, justement pour ne pas exclure d'office des candidatures qui pourraient être excellentes pour le travail. Pendant l'entrevue, une chose importante, autant que possible, c'est d'utiliser une liste de questions standardisées et claires. Donc, d'utiliser les mêmes questions de manière constante pour tout le monde. Et autant que possible, se doter d'une grille qui nous permet de faire le suivi et de pouvoir plus facilement discuter en comité des forces, des faiblesses de chacune des candidatures après avoir posé les mêmes questions, ce qui va nous permettre d'éviter les biais d'affinité. On doit s'assurer autant que possible aussi, mais plus qu'autant que possible, il faut s'assurer que nos questions portent sur les compétences et les expériences professionnelles de la personne. Il y a des territoires dans lesquels il n'est pas approprié de s'aventurer en entretien d'embauche. Ce n'est pas le moment d'évaluer les opinions politiques de la personne, son histoire médicale, son âge, sa religion, pourquoi elle porte un voile ou pas. C'est des questions qui ont un fort potentiel discriminatoire et ce qui importe au moment vraiment de l'entretien d'embauche, c'est de voir si la personne a les compétences pour faire le travail ou si elle a le potentiel de pouvoir développer les compétences nécessaires. Le reste est de l'ordre du superflu. Bien que ce superflu humain ait une importance pour la qualité du climat de travail, ce n'est pas censé être ce qu'on évalue en contexte d'entretien d'embauche, enfin au minimum d'un point de vue légal. Et il faut s'assurer que nos questions aussi permettent d'identifier les compétences des individus de différentes manières. Et donc, oui, c'est bien les questions classiques, mais de plus en plus, je suis sûr que vous faites probablement déjà tout ça dans vos milieux, faire des mises en situation qui peuvent, par exemple, impliquer une préparation préalable, est une bonne idée. On peut aussi évaluer davantage les productions antérieures qui ont été faites par la personne, interroger ses références. Quand on est capable de diversifier les stratégies d'évaluation des compétences, bien, ça permet aussi de donner une plus grande chance aux individus qui seraient trop stressés en contexte d'entrevue, notamment en ne remettant pas notre jugement seulement sur ce qui se passe dans le cadre de l'entretien. Et puis finalement, ma dernière diapo, c'est quoi faire au moment des délibérations en équipe. Eh bien, premier petit conseil, c'est que c'est bien de prévoir du temps pour laisser chacun réfléchir un peu et compiler ses notes avant de tout de suite décider en équipe de ce qu'on fait. Ça peut permettre d'avoir une évaluation un petit peu plus indépendante de ce que chacun fait pour pouvoir après coup contraster des points de vue différents au moment de délibérer et justement éviter un effet de groupe, ce qui est un autre type de biais cognitif. Et pour justement s'assurer qu'on fait bien les choses et que chacun peut partager ce qu'il a vu dans le ou les candidats qu'on a rencontrés. C'est bien aussi au moment de délibérer de pouvoir aussi
toujours garder une petite porte ouverte à la possibilité des billets, quitte à nommer quelqu'un responsable dans notre équipe, si on est deux, si on est trois, de pouvoir nous dire, ouais, mais là, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop tombé dans le prototype, de vouloir juste retrouver la personne qu'on avait déjà, ou est-ce qu'on n'est pas un peu trop en train de penser en termes de billets de similarité avec qui est-ce qui va bien fitter dans notre organisation? Et en cas de doute, ça vaut la peine parfois de convoquer quelqu'un dans une deuxième entrevue, justement pour pouvoir aller au fond des choses et pouvoir valider ou dissiper les doutes qu'on pourrait avoir face à quelqu'un qui pourrait nous sembler très différent par rapport à qui on avait auparavant. Ça vaut aussi la peine parfois de se méfier un peu de l'emballement collectif à propos d'un candidat qui semble être un match parfait. Enfin, on veut que tout le monde soit heureux, qu'il y ait des beaux matchs en organisation, ça c'est sûr. Mais c'est important de pouvoir bien documenter, s'assurer que notre match n'est pas juste fondé sur le senti, sur le gut feeling, mais qu'on voit que le match correspond aussi à un ensemble de compétences et de garder en tête qu'on peut avoir une équipe qui est diversifiée si on s'est engagé à ça dans notre manière de faire en tant qu'organisation. Et puis finalement, ben, le reste, c'est simplement de la courtoisie, c'est d'annoncer dans un délai raisonnable à la personne retenue, mais surtout aux personnes non retenues, qu'on ne les a pas retenues et peut-être qu'on pourra, sait-on jamais, les revoir pour une prochaine entrevue par la suite. Et donc, tout ça fait le tour du point qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, qui était la question du recrutement. Mais quand on se lance dans l'étude de ce qu'implique l'EDI en organisation, selon le modèle que vous avez sous les yeux, celui des Global Diversity, Equity and Inclusion Benchmarks, on a une quinzaine de dimensions à tenir en compte, à commencer par la question du leadership, de structure favorable à l'EDI, d'une vision pour l'organisation. Et donc, au fond, aujourd'hui, on a regardé une dimension qui est celle du recrutement. On pourrait en regarder potentiellement d'autres une autre fois, mais donc, ça vous donne une petite idée de quand on pense au recrutement en termes inclusifs, qu'est-ce que ça implique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à tout ça? Alors, je vois que Teva se demande comment on fait pour attirer les nouveaux arrivants à nos conseils d'administration. Ben, je pense qu'un argument qui est très vendeur pour attirer les nouveaux arrivants dans les conseils d'administration, c'est que bien que c'est bénévole et que ça peut sembler, en fait, ça dépend de la situation dans laquelle se trouve la personne nouvelle arrivante, depuis combien de temps elle est au pays ou pas, mais souvent, une des meilleures manières de pouvoir se réseauter et de pouvoir trouver un bon emploi pour une personne nouvelle arrivante, c'est de faire du bénévolat. Et quoi de mieux qu'un conseil d'administration pour réseauter avec un type de personnes probablement assez différent de ceux qu'on côtoie au quotidien? Et donc, une bonne manière d'attirer des personnes nouvelles arrivantes, en fait, tout dépend dans quel milieu vous êtes puis de quelle action vous menez, mais une bonne manière pourrait justement être simplement, possiblement, d'approcher certaines personnes qui sont déjà autour de vous, qui sont déjà impliquées au sein de votre organisation. Si c'est possible, justement en faisant valoir que c'est une expérience qui a une valeur ajoutée très significative. Plusieurs étudiants étrangers, enfin moi je connais plus le milieu académique, mais parlent d'à quel point, par exemple, le fait d'avoir fait du bénévolat est quelque chose qui les a beaucoup aidés par la suite à se trouver un emploi dans différents secteurs de la société. Et la même chose peut s'appliquer dans le fait d'être impliqué bénévolement dans une organisation et encore plus au sein d'un conseil d'administration. Ça permet aussi de comprendre les ficelles de comment fonctionne l'administration dans une société comme la nôtre. Mais je me doute que des gens comme Josiane et Roger ont peut-être des réponses encore plus convaincantes que moi à ce type de questions. Comment fait-on à la FO pour attirer les immigrants, immigrantes au sein des conseils d'administration? À ta réponse, Michael, je n'ai pas vraiment d'autres points à Pour ajouter. vrai? Oh non! Oui, parce que donc, je crois que c'est beaucoup plus vraiment donc ce qu'ils recherchent, mais aussi ce que l'organisme offre. Plus vraiment donc on les accueille, on reconnaît leurs compétences, on reconnaît vraiment leurs contributions, on reconnaît vraiment donc ce qu'ils apportent et qu'ils se sentent aussi intégrés et puis contribuer à notre communauté. Je crois que c'est vraiment un bon match. Merci, Josiane. Voulez-vous nous relancer là-dessus, Treva? Non, c'est juste que
des fois, je trouve qu'au sein de nos CA, je regarde autour, puis en général, on est blanc. Puis je trouve que notre communauté a tellement évolué. C'est vrai qu'à la FO, je reconnais qu'il y a beaucoup de différentes couleurs de visage, là, ce qui est très intéressant. Mais il y a certains organismes où c'est pas mal blanc. Ouais. Entre autres, je suis au Conseil sur le vieillissement et justement, autour de la table, on a tenu une conférence hier sur l'inclusion, la diversité, etc. Mais la question est encore comment faire pour les attirer à nos conseils d'administration. La même chose au MIFO, on est pas mal blanc au MIFO aussi. Puis l'APFFO, je regarde les organismes où je suis engagée et il me semble que ça ne reflète plus notre communauté. Oui, oui, oui. Et bien, règle générale, dans ces différents organismes, est-ce que quand vous faites des activités, est-ce que les gens qui viennent sont surtout blancs ou est-ce qu'il y a un peu de couleur? Ils sont surtout blancs. C'est Je sûr que c'est pense au MIFO, entre autres, là, je sais que dernièrement, en fait, hier, il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi qui veut faire une percée et je l'ai encouragé parce que, mais si je regarde autour, par exemple, je regardais le groupe de Bridge dernièrement, c'est toutes des têtes blanches pour la plupart et des peaux blanches. J'aimerais ça trouver des moyens d'attirer plus de nouveaux, parce qu'on en a. Écoute, Orléans, c'est plein de différentes communautés. Mais peut-être que, enfin, il y a plusieurs manières de le voir, mais peut-être que le point de départ, c'est de commencer à organiser des activités qui vont toucher davantage la réalité de personnes de différents groupes culturels ou des communautés racisées. Vieillir quand on est racisé, ce n'est pas exactement la même réalité que de vieillir quand on est blanc. Vieillir quand on est immigrant, avec tous les déchirements que ça implique, avec la volonté de retourner, mais de ne pas toujours pouvoir le faire parce que tes enfants sont ici. À partir du moment où il y a des activités qui sont offertes qui vont toucher davantage différents groupes culturels, par exemple, Okay. bien, ça peut devenir plus facile de manière organique après coup d'avoir du monde au CA. Sinon, peut-être que plusieurs n'y verront pas l'intérêt, mais je dirais que c'est ma réponse un peu spontanée. Ce n'est pas le genre de truc qui se fait du jour au lendemain puis qui se fait toujours facilement non plus. Mais plus il y a de diversité dans le monde que vous rejoignez dans vos activités, bien, plus ça va devenir facile de faire suivre le conseil d'administration parce que l'inverse, c'est que d'aller chercher demain matin, je ne sais pas, Josiane, ça va sur votre CA, elle pourrait peut-être trouver le temps long aussi si les préoccupations qui sont nommées là ne la rejoignent pas du tout dans son vécu à elle. Désolé, Josiane, si je t'ai pris comme exemple, tu peux me corriger si ça ne marche pas. Problème. Je te verrais bien sur un CA. Je suis sûr que tu es déjà sur plusieurs. Merci, Michael. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation. Merci, Michael, pour cette formation enrichissante en contenu, vraiment, donc, fait que moi, je vais encore regarder encore. On va partager la présentation PowerPoint sur notre site Internet et puis le déroulement de la formation, l'enregistrement vidéo. On pourra partager ça aussi sur le compte YouTube de la FO. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être donc à vous adresser à moi. La présentation de Michael, il y a quelque part donc ses coordonnées. S'il y a d'autres questions que vous pourriez avoir à Michael, il y aura aussi possibilité de le contacter directement ou si vous pouvez donc passer par la FO, là aussi je suis disponible. Et on va vous donner le lien, Caroline, et si tu peux partager, s'il te plaît, dans le chat, le lien pour la rétroaction, parce que pour nous, c'est très, très important donc de continuer à nous améliorer pour vous donner des formations qui répondent à vos besoins. Donc, on aimerait bien avoir votre opinion, s'il vous plaît. C'est juste 3 questions très, très courtes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.